Goedemiddag. Ja. Er is vertaling. Bien, donc en principe, la traduction passe. Je tiens à remercier d'ailleurs l'interprétation, puisque cela permet donc à ce type de congrès de pouvoir se faire correctement. Je suis désolé également pour ma voix qui est en train de me lâcher, mais ça, c'est en dehors de toutes mes compétences. Alors nous avons trois membres éminents du panel. François Perle tout d'abord, directeur général de l'IDAMI. Ensuite, à l'autre bout du panel, Yann Denis, spécialiste de Randstad, marché de l'emploi. Spécialiste également donc en communication. Et entre les deux, nous avons M. Nissen, sociologue de l'Université de Liège. On n'a pas beaucoup de temps pour faire des introductions. On va directement discuter, je crois. Jan Denis, we hebben tot nu toe veel gesproken over de gevolgen. Alors, Monsieur Jan Denis, donc nous avons parlé des dépenses en soins de santé, des dépenses pour les pensions. Est-ce que ça va augmenter, va baisser, etc. Donc c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Qu'en pensez-vous ? Oui, effectivement, je pense que l'on communique relativement peu sur ces conséquences. On parle de vieillissement de la population et 90% du budget de la recherche concerne essentiellement donc la sécurité sociale, etc. Bon, c'est une thématique importante, mais en fait, tous les impacts sont beaucoup plus importants, tous les impacts sociaux beaucoup plus importants que l'impact sur les dépenses publiques. Je vous donne quelques exemples. Bon, je me concentre essentiellement sur le marché de l'emploi dans ce cas-ci. Le vieillissement, eh bien, ça va amener une masse salariale plus importante parce qu'il y a le principe d'ancienneté, donc qui est déterminant dans notre système de rémunération, donc avec des rémunérations plus importantes, qui, par définition ou pas d'ailleurs, ne sont pas nécessairement synonymes de meilleures compétences. Bon, c'est vrai qu'on devient plus intelligent avec l'âge, certes, mais ce n'est pas automatique, en tout cas pas chez tout le monde. Et je n'en ferai pas une généralité. Bon, étant donné que moi-même j'ai passé la soixantaine, je dirais que tous les gens qui sont au-dessus de 60 ans aujourd'hui ne sont pas nécessairement des éminences grises. C'est parfois le cas, mais enfin pas à tous les coups. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes, stéréotypes négatifs également, mais je pense qu'il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Alors, un autre effet également, la mobilité qui diminue évidemment, et vous savez que la mobilité, eh bien, ça vous empêche, si vous n'avez pas de mobilité, de changer d'emploi, d'éventuellement donc changer d'emploi dans une entreprise ou entre différentes entreprises. Hein, c'est associé à un certain âge, ça se concentre surtout sur le début de carrière. Vous avez également donc le marché de l'emploi qui va différer. Et vous voyez que plus vous avez de mobilité, eh bien plus vous avez de possibilités. Vous voyez que les gens de 50 et 60 ans ne sont plus aussi mobiles. Et donc en définitive, tout cela va avoir un impact sur le marché de l'emploi dans les entreprises même. À certains moments, vous avez des entreprises qui grisonnent entre guillemets et on commence à se fixer à certains endroits avec toute une série de conséquences. Un peu plus large, peut-être, votre système, votre schéma de consommation change également. Bon, il y a un débat pour le moment entre économistes. Est-ce que ça provoque plus d'épargne? Est-ce que ça provoque plus de dépenses? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, les gens qui disposent d'un certain capital ont tendance à
donner, céder ce capital à des plus jeunes, notamment qui ne pourraient pas s'acheter une maison, par exemple, sans le soutien des parents et des grands-parents. Voilà, et justement, donc, les charges sur les héritages qui baissent. Et puis, un point qui a déjà été abordé, ça impacte également sur toutes les séries de secteurs, et notamment donc, les soins de santé, le tourisme. Donc en fait, la structure économique dans son ensemble est influencée d'une manière ou d'une autre par le vieillissement de la population. Donc c'est en fait un défi ou une opportunité, parce que ce n'est pas qu'un défi, il y a aussi des opportunités là-dedans. Je tiens à le dire, une dame tout à l'heure parlait justement des optimistes et des pessimistes. Eh bien, moi je suis donc, je pense, plutôt du côté des optimistes. Donc je pense que ça peut nous donner une série de possibilités. Donc effectivement, un glissement de pouvoir également, oui, effectivement, ça a des effets politiques également. Alors, j'en viens maintenant donc à l'orateur suivant. Toutes les projections disent que l'on devient plus vieux, et en meilleure santé, mais je ne le vois pas apparaître dans vos statistiques. En effet, donc, les maladies chroniques augmentent, nous avons de plus en plus de gens malades, plus d'ailleurs que de chômage. Un mythe. Donc effectivement, on a une augmentation constante du nombre d'invalides depuis le début des années 2000. Alors moi j'entends souvent dire, mais c'est parce que les mutuelles deviennent de plus en plus laxistes et que n'importe qui peut aller en invalidité maintenant. C'est la faute mutuelle. Oui, c'est selon certains, mais en fait la Banque nationale, donc c'est pas nous, la Banque nationale sur base de statistiques a sorti une excellente étude qui montre que l'augmentation du nombre d'invalides depuis 1996 est imputable chez les hommes à 90% à des mesures qui ont été prises dans d'autres secteurs de la sécurité sociale et chez les femmes à 80%. Et le reste, ce sont des phénomènes de santé. Donc on ne parle même pas ici d'éléments relatifs à des facteurs peut-être un peu subjectifs sur des médecins conseils qui sont un peu plus laxistes. Et il y a toute une série de choses en fait qu'on ne voit pas dans les modèles. Il y a une chose qu'on n'a par exemple pas vue du tout dans les modèles en ce qui concerne l'invalidité chez les femmes, c'est par exemple l'impact des titres-services sur la santé des femmes. Dans les titres-services, on est en train de terminer une étude, on va la présenter en janvier-février à l'INAMI. On a environ, par catégorie d'âge, en moyenne, 4 fois plus de taux d'invalidité chez les femmes qui travaillent dans les titres-services que la moyenne. Or, c'est un secteur qu'on a massivement subventionné, qu'on a massivement utilisé pour un traitement social du chômage, pensant, je crois, à juste titre et à bon escient, diminuer le chômage. Mais en fait, ça a pour conséquence d'augmenter considérablement le taux d'invalidité chez ces femmes et donc, finalement, à réduire quasiment à néant l'effet retour. Et en fait, le problème, c'est que toutes ces politiques d'effet retour, il y a une autre politique d'effet retour qu'on a en partie invalidée, c'est le contrôle de la disponibilité des chômeurs. Donc on a effectivement introduit une certaine dégressivité dans les allocations de chômage et un contrôle de la disponibilité. On a mesuré aussi l'impact de ce contrôle de la disponibilité sur la santé des chômeurs, et il y a des transferts assez massifs du chômage vers l'invalidité à des moments clés de contrôle du chômage. Alors on peut toujours dire oui, mais c'est facile, il suffit d'aller chez un médecin conseil avec un certificat médical d'un médecin généraliste. On sait tous que dans la globalité de la sécurité sociale, il y a un pourcentage de fraude, mais c'est certainement pas ça qui permet d'expliquer ça. Donc oui, je pense effectivement qu'on a des modèles épidémiologiques qui montrent que la santé s'améliore. Mais on voit aussi, et ça se ressent dans certaines statistiques, que c'est très inéquitablement partagé, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités de santé qui font que selon certaines sous-régions et selon certains secteurs économiques, la santé, enfin le bénéfice en termes de santé et d'espérance de vie se distribue pas de manière correcte. Et puis il y a toute une série d'effets micro que ces modèles macro, qui sont par ailleurs excellents, ne parviennent pas à voir ou à prévoir, comme cet effet micro assez typique des titres-services. Et je pense que ça va aller en s'aggravant parce qu'il y a toute une donnée qui doit être prise en considération, c'est celle de la qualité de l'emploi et la qualité des carrières professionnelles. On a bâti tout un système de pension qui est basé sur des carrières planes, avec des taux de cotisation pleins,
financé par un système qui est effectivement coûteux de périodes assimilées, mais en fait on va arriver à des carrières où on aura peut-être plus de périodes assimilées que de périodes de cotisation, avec effectivement l'impact sur l'ensemble du modèle. Et pour moi, on oublie une donnée fondamentale qui est très bien expliquée dans les derniers, enfin qui permet très bien illustrer par ailleurs dans des récents chiffres publiés par le service fédéral pension, c'est quand on voit que le taux de personnes au travail effectif la veille de leur pension est de l'ordre de 17%, et que donc les 83% restants qui prennent leur pension sont soit dans des périodes assimilées et du chômage et d'un emploi à temps partiel, soit dans des périodes assimilées complètes au chômage ou en invalidité, ça montre bien que considérer encore la sécurité sociale dans un séquençage très strict avec des silos, chômage, pension, invalidité, n'a plus beaucoup de sens si on ne mesure pas l'effet des transitions entre ces régimes. Et l'effet des transitions entre ces régimes sont très importants. Et il y a vraiment des effets de chute et de cascade entre ces régimes qui mènent aussi de plus en plus souvent vers l'aide sociale. Donc je crois qu'il y a des bénéfices indéniables par rapport effectivement à l'impact du vieillissement, et aussi de son financement, parce que je crois qu'aussi un des grands, je termine là-dessus, un des grands illustrations, des grands bénéfices de ces modèles, ça montre que le financement du vieillissement, il est soutenable à condition d'en dégager les moyens. Mais je pense qu'au sein de cette question du vieillissement, il y a toute une série de micro-questions qui doivent pouvoir être solutionnées, comme le fait effectivement, comme vous le dites, qu'à l'heure actuelle, on a plus d'invalides que de chômeurs en Belgique, ce qui est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays européens, et on n'a fait que rattraper d'autres pays européens dans ce domaine. Jan, dan is er bien een verklaring voor. Est-ce que vous avez également donc des explications là-dessus? Le fait que nous avons plus de malades en fin de compte. Non, je ne suis pas spécialiste en matière d'arrêt de travail. Bon, je pense que de toute façon, il y a différentes choses. Bon, le travailler, évidemment, c'est bon pour la santé, mais la façon dont on gère l'incapacité de travail, ou dont on a géré l'incapacité de travail jusqu'à présent. Donc, aujourd'hui, bon, on est en train de changer un petit peu notre fusil d'épaule avec un système qui évolue. Mais pendant très longtemps, donc on parlait du principe que le travail en tant que tel n'était pas une solution pour les gens qui étaient inaptes à un certain emploi. On peut très bien être apte à plusieurs types d'emplois. Et jusqu'à présent, on disait, voilà, vous êtes déclaré donc inapte au travail, point. On n'allait pas chercher plus loin. Disons simplement que les esprits évoluent et l'incapacité aujourd'hui ne signifie plus nécessairement que vous êtes incapable de travailler. Vous pouvez très bien donc être incapable d'exercer un certain métier. Bon, vous avez également le principe le burn-out. Eh bien, on essaye d'adapter également donc pour pouvoir considérer le travail comme faisant partie de la solution justement et de la guérison. Mais bon, c'est pas mon domaine d'expertise. Alors, personnellement, je pense que l'on généralise beaucoup trop. Je dirais simplement que le concept de qualité du travail est un concept extrêmement vaste. Et il faut être clair, la Belgique n'est probablement pas en queue de peloton, parce que, bon, vous savez qu'il y a toute une série d'aspects qui doivent être pris en considération, mais nos scores sont relativement bons, enfin, ça va de moyen à bon. Bon, c'est vrai qu'on n'est jamais en queue de peloton. On y est en revanche pour tout ce qui concerne les activités donc des 50 ans et plus. Mais je dirais que donc pour les 55 ans et plus, on est effectivement donc en queue de peloton, mais par rapport à la qualité du travail, d'un point de vue purement scientifique, ça n'a absolument aucun sens, de façon comparative en tout cas. Et combien de temps faut-il travailler dans ce cas-là? Mais personnellement, moi, je ne m'arrêterai jamais, je pense. Bon, ça dépend, je pense.
Bon. Pour moi, évidemment, c'est différent. J'ai une grande autonomie, je travaille beaucoup, mais voilà, c'est un travail que j'aime, mais ce n'est pas nécessairement représentatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont plus envie de travailler peut-être en fonction des possibilités que l'on a. Je voudrais revenir donc au stress sur le lieu de travail, histoire de montrer, d'illustrer donc dans les différences qui peuvent exister et éviter justement de faire des stéréotypes. Alors, il y a une étude qui est sortie justement donc, du Conseil socio-économique flamand. C'est assez intéressant parce qu'on remonte jusqu'en 2000. Cette étude montre clairement qu'il y a une augmentation du stress. Les gens, en tout cas, signalent qu'ils sont soumis au stress. Mais si vous regardez donc les secteurs qui sont le plus soumis au stress, vous allez voir que 2 secteurs sortent du lot, les soins de santé et l'enseignement. On ne vous parle pas du secteur privé. Si vous regardez donc dans le secteur privé, vous allez évidemment donc avoir toute une série de différences, parfois flagrantes, mais les services aux entreprises, par exemple, c'est-à-dire ce secteur qui est en plein boom actuellement, est sujet au stress beaucoup plus que les autres. Et c'est assez intéressant, et je tiens donc à le signaler, le secteur financier. On pense toujours au secteur financier qui doit être une source de stress absolument extraordinaire, avec des restructurations massives, etc. Eh bien, ce secteur, en fait, a moins de signalements de stress que les autres. Et donc, c'est intéressant de faire quelques recherches, parce que vous vous rendez compte que quand on compare les statistiques, avec toutes les déclarations qui sont faites, on a tout un arsenal de déclarations qui sont faites, notamment par le fait d'être toujours connecté, le fait peut-être de mélanger vie privée, vie professionnelle, etc. Vous avez toute une série d'explications, si vous voulez, qui font que l'on va déclarer donc du stress, et c'est quelque chose de très complexe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais je pense que le problème est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut présenter. Et évidemment, on ne peut pas résoudre un problème si on n'arrive pas à l'identifier ou à le circonscrire clairement. Et en ce qui concerne l'incapacité de travail, j'y reviens, ça c'est quelque chose d'important également, parce que c'est un facteur décisif. Si vous fermez toute une série de possibilités de sortie pour quitter le marché de l'emploi, les gens vont évidemment essayer de trouver d'autres sorties, d'autres moyens. Et il y a des études qui montrent ça depuis 20, 30, 40 ans. Donc, si vous travaillez il faut travailler sur des sorties, justement, et travailler à différents niveaux. C'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure.